Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Savoir-être, le podcast consacré aux compétences relationnelles, les fameux soft skills, notamment pour les professionnels du droit et de la négociation. Bonjour Xavier, bonjour Nadine, comment allez-vous? Bonjour Martin, bonjour Nadine, ça va bien, merci. Ça va Ça va bien? aussi. Ouais. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une consoeur, Sabrina Gapteni. Bonjour Sabrina, comment vas-tu? Bonjour Martin, ça va très bien. Bonjour Nadine, bonjour Xavier. Bonjour Sabrina. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ton parcours, Sabrina, mais je vais rapidement te présenter sous ton contrôle. N'hésite pas à me corriger si je dis des bêtises. Tu es avocate, donc tu es une consoeur, fondatrice aussi euh, fondatrice d'Avocat Juste, qui est une legal tech, une plateforme d'intermédiation entre avocats et justiciables. Tu pourras nous en parler. Je crois que tu es incubé, donc tu pourras aussi nous parler de ton incubation, ton programme d'incubation. Il se trouve que Xavier, Nadine et moi, on connaît aussi ça en ce moment, donc on pourra peut-être échanger là-dessus. Tu es formatrice et notamment en matière d'éloquence ou d'art oratoire, je ne sais pas comment le terme que tu emploies, mais tu nous le diras. Créatrice du podcast Réussite éloquente et auteur de l'ouvrage Partir de rien et réussir à tout. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Non, du tout, Martin, c'était très bien. Alors j'étais perturbé parce qu'en fait j'avais le live qui s'affichait en différé un petit peu sur LinkedIn devant moi et je croyais que tu essayais de me parler. C'est pour ça que j'ai marqué une pause. D'accord. Je m'en excuse. Alors Sabrina, est-ce qu'on peut déjà un petit peu te demander comment tu en es venue à devenir avocate et notamment à t'intéresser à l'éloquence parce que ça renvoie peut-être à des idées sur l'image de l'avocat, l'éloquence. Voilà, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Pourquoi tu es devenue avocate et qu'est-ce qui t'a motivée? Eh bien, j'avais à peu près 10 ans quand je parlais de vouloir défendre les gens. Ça, c'est déjà une première chose, sans savoir ce que c'était qu'un avocat. Je me disais, je veux défendre. Alors moi, l'injustice, c'est vrai que très jeune, j'ai une grosse sensibilité à ça. Et je me suis dit, non, mais je dois être là pour les gens. J'ai cette envie de contribuer, en tout cas d'aider et d'accompagner. Et au fur et à mesure des années de mon parcours scolaire, universitaire, je ne me suis pas forcément dit que j'allais être avocat. Jusqu'à un jour où un prof qui est hyper sympa et qui nous a demandé ce qu'on voulait faire dans la vie, en licence 3, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, m'a conseillé de passer le CAPA en disant, bon, tu verras bien ce que tu feras par la suite, mais passe le CAPA et tu verras. Et à partir de là, bon, effectivement, Master 1, Master 2, j'ai passé l'examen d'entrée au CRFPA. Je ne l'ai pas eu du premier coup. Là aussi, il y a eu quelques embûches. En sachant que, je le précise, ça peut aussi en inspirer certains et pour se dire qu'il faut y aller, il faut vraiment persévérer pour y arriver. J'ai redoublé ma deuxième année de droit et j'ai continué malgré tout. Et à partir de là, à partir du moment où la troisième année, ça a été beaucoup plus concret dans les cours qui nous étaient donnés, eh bien, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup plus intéressée. Et j'ai passé donc le CRFPA et puis ensuite le CAPA jusqu'à devenir avocate et à m'installer à mon compte. Et alors, tu pratiques dans quel domaine aujourd'hui? Alors aujourd'hui et depuis 2015, je pratique le droit pénal et le droit du travail. Droit pénal et droit du travail. Écoute, Xavier fait du droit pénal notamment et Nadine fait du droit du travail. Je suis donc le seul exclu dans cette discussion. Au revoir, Martin. Mais bon, je suis sûre que son avis extérieur, justement, sera précieux. Mais oui, oui. Et alors, quelles compétences, quelles soft skills tu as pu développer ou identifier comme à développer parce qu'on est tout le temps là. Bon, on est en permanence, les avocats, comme dans beaucoup de métiers, on est en permanence en formation continue. Donc, on identifie, on complète toujours notre référentiel de compétences. Est-ce qu'il y a des compétences que tu as développées hors des bancs de l'université depuis que tu es avocate? Et est-ce qu'il y a des compétences que tu as encore identifiées comme à développer prochainement? Alors moi, je me considère clairement, ça c'est mon principe de vie, je me considère comme une éternelle étudiante. J'apprends chaque jour, je m'apprends
curieuse. J'ai cette chance. C'est inné, je pense. Je suis très curieuse de nature. Je m'intéresse à plein de choses au-delà de l'avocature et du droit. Et ça depuis toujours. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même et je travaille toujours sur moi-même. C'est un travail vraiment au long cours. Ce qui fait que je lis pas mal de bouquins. Pourtant, à la base, je ne suis pas une grande lectrice, mais au fur et à mesure des années, bon là, ça passe aussi par des podcasts, ça passe par des vidéos, bien naturellement. Je fais en sorte de me former sur tout type de. Ça peut être pendant le confinement, par exemple, le premier confinement en mars 2020. Je me suis mise à me former au montage vidéo. Bon, voilà, des choses qui sortent vraiment du cadre. Et c'est ce que j'aime. Ça me permet aussi de rester jeune dans ma tête et intellectuellement, c'est aussi stimulant d'apprendre constamment. J'ai oublié d'ailleurs de dire que tu es une star d'Instagram. Tu Non, fais partie des avocats influenceurs, Sabrina. oh, je me définirais pas comme une influenceuse. J'avoue que j'ai du mal avec ce terme. Je dirais que je suis une créatrice de contenu. J'aime informer les gens, donner des informations juridiques pour les sensibiliser au droit. C'est ce qui m'a d'ailleurs fait développer Avocat Juste. Alors, comment on te trouve sur Instagram? Alors, j'ai choisi le pseudo Sabrine Avocat. J'ai mêlé les deux, mon prénom et le titre. Et donc, en tapant même Sabrina Gapteni, on me trouve. Et encore une fois, je tiens vraiment à. Je l'ai fait au travers d'une page Facebook au départ en 2015, à sensibiliser les gens au droit. D'accord, donc tu as commencé par Facebook et ensuite tu es allé chez Instagram, donc qui appartient au même groupe. Et ça marche très très bien, ça marche d'enfer. Et l'idée, c'est de faciliter l'accès au droit dans tes domaines d'intervention ou dans tous Exactement. les domaines? Alors, principalement dans mes domaines d'intervention, mais je sensibilise notamment maintenant sur la page Avocat Juste sur tout type de domaine et d'actualité juridique, que ce soit sur des projets de loi, des réformes. Alors, je fais comme je peux dans la mesure où je gère mes réseaux sociaux toute seule, mais je compte m'entourer dans les prochaines semaines parce que j'avoue que c'est beaucoup à C'est faire. ça que j'allais te demander, oui. Donc, tu gères tout toute seule. Est-ce que tu t'es formée au legal design aussi ou... Alors, disons que je dirais que je suis sensibilisée au legal design. Je n'ai pas concrètement poursuivi de formation et j'avoue que c'est l'un de mes objectifs en termes de formation en 2024. D'accord. Moi, je Xavier? voudrais te poser une question, Sabrina. Est-ce que tu fais tout ça pour participer de l'éducation populaire, chère à mon cœur, de partager les savoirs, de faire en sorte que les personnes soient moins démunies en droit, etc. Ou est-ce que tu fais ça dans une pensée de développer ton activité professionnelle? Très Si bonne question. j'enseigne, bah, évidemment, apparaissant un peu comme éventuel expert de tel ou tel point de droit, je vais attirer à moi des clients potentiels. Très bonne question. Alors moi, je pars vraiment du principe que si je fais ça, c'est parce que j'aime le faire. Et de toute façon, on ne tient vraiment pas sur la durée. C'est tellement prenant. Forcément, je prends beaucoup de temps pour voilà, regarder les informations juridiques, les mettre en page. Alors moi, j'utilise Canva. Et clairement, c'est là où je pense qu'on voit la différence entre ceux qui font ce qu'ils aiment et pour justement, on va dire, l'intérêt général et ceux qui ne font ça que pour l'argent et qui ne pourront pas tenir sur la durée. Mais pour autant, il est vrai qu'aujourd'hui, ça m'apporte une visibilité et clairement des clients, ce qui m'a conduit à créer Avocat Juste. Mais j'avoue que je ne l'envisageais pas comme ça au départ. Est-ce que tu peux nous en dire plus alors sur Avocat Juste? De quoi Alors, s'agit-il? tout à fait. Alors, Avocat Juste, en réalité, disons que le point de départ, ce sont les demandes que l'on m'a faites et que l'on me fait encore aujourd'hui, notamment en message privé sur Instagram, de personnes qui souhaitent que je prenne en charge leur dossier pour tout type de problématiques juridiques. À partir du moment où, malheureusement, je dis que je ne peux pas prendre en charge puisque ça ne relève pas de mon champ d'intervention, les personnes me demandent des recommandations de confrères. Et c'est là où, pendant quelques mois, bien naturellement, j'ai orienté vers des confrères, puisque les demandes me remontaient. Et puis, on ne peut pas être effectivement apporteur d'affaires en tant qu'avocat individuel. Là aussi, il y a une déontologie à respecter. Donc, je le faisais au fur et à mesure, jusqu'au point où je ne pouvais pas faire que ça en réalité de ma journée. Et je me suis dit, il y a deux besoins à faire se rencontrer. Les confrères qui peut-être manquent de visibilité pour pérenniser leur activité. Et en même temps, eh bien, je vois bien que les personnes sont en demande d'avocats en qui ils pourraient avoir confiance et en qui
à qui ils pourraient confier leur dossier, bien naturellement. Et donc, Avocat Juste est né comme ça. J'ai créé une société, une SASU en parallèle de mon activité, donc dans la mesure où on peut avoir une activité commerciale accessoire. Et dans ton barreau, ça n'a pas posé de souci. Maintenant, c'est quelque chose de classique. On fait la Ah, alors, déclaration et puis c'est bon. c'est pas forcément classique. Là, franchement, au barreau du Val d'Oise, je ne sais pas si je suis la seule, mais on est très peu nombreux à le faire si vraiment il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Pour autant, j'ai fait ma déclaration à l'ordre et rien n'a posé de souci, hein. Non, non. D'accord. Et tu es incubé ou j'ai cru comprendre que tu as un incubateur, non? Alors, l'incubateur, je l'ai trouvé après, et c'est un incubateur parisien, Willa. J'ai fait le programme Fighters chez Station F pendant 1 mois. Et ensuite, effectivement, entre-temps, d'ailleurs, ça a été assez concomitant, j'ai intégré Willa, qui accompagne les femmes entrepreneurs. Et là, ça a duré 6 mois. Et le programme a pris fin à la fin du mois de mars, de ce mois de mars. D'accord. Et alors, ça consiste, sans révéler de secret, mais ça consiste à peu près en quoi le processus de l'incubation? Il se trouve que Nadine, à l'initiative de Nadine, Xavier et moi suivons aussi une incubation, celle du barreau de Paris, l'incubateur du barreau de Paris. Et c'est vraiment, c'est très intéressant et très stimulant. Je m'y attendais pas, hein. Franchement, je pensais que j'allais m'enfuir. Et en réalité, on se prête au jeu assez facilement et c'est très intéressant d'être accompagné par un tiers. Ça permet de cheminer autrement, quoi. Toi, ça t'a apporté quoi et pourquoi 2 programmes différents? Qu'est-ce que tu y as trouvé? Enfin, qu'est-ce que tu veux bien nous dire là-dessus? Bien Sans sûr. évidemment, voilà, sans trahir de secret, évidemment. Alors, ces 2 programmes d'accompagnement, ils sont différents. Il faut savoir que Station F, alors c'était un premier palier que j'ai fait, donc le programme Fighter, c'était sur un mois. Et il a été intense. Alors, avec la gestion du cabinet, ça a été vraiment du sport, là, pour le coup, en allant sur Paris 2 fois par semaine. Et disons que c'est totalement différent. Station F, ce sont des conférences et un accompagnement s'agissant du pitch deck. On était formés, un peu coachés sur la création du pitch deck pour ensuite envisager des demandes de subventions et de financement. Mais oui, là, c'est beaucoup plus complet, là, pour le coup, pour 6 mois. Alors, bien naturellement, on doit pitcher son projet pour intégrer ce type d'incubateur. On est sélectionné. Et à partir du moment où on intègre le programme, alors moi, j'ai suivi le programme START et je vais peut-être embrayer sur un autre programme qui s'appelle le programme SCALE. Donc, selon le stade d'avancée du projet, eh bien, on est accompagné par des experts dans différents types de sujets. Ça peut être l'aspect technologique. Alors là, c'est là où moi, j'ai eu vraiment besoin de soutien. L'aspect tech, comment bien s'entourer des personnes qui peuvent gérer au mieux avec nous le projet. Ça peut passer par notamment… alors, il y a un aspect, marketing digital, bien naturellement. Voilà, ce sont vraiment toutes les thématiques dont un entrepreneur a besoin pour développer son projet en l'espace de 6 mois. Donc, c'est assez condensé. Et on est, dans tous les cas, accompagné par des personnes en visio, en général, pendant 1 heure. On avait le droit, dans le cadre de Willa, à 3 accompagnements d'1 heure par mois avec des experts que l'on choisit nous-mêmes en fonction des besoins du moment. Donc en réalité, ce que je comprends, c'est quand même compatible avec une activité professionnelle, même si c'est difficile et tu ne regrettes pas du tout ces accompagnements. Pas du tout. Alors effectivement, il faut savoir, ça me permet de vous préciser que le programme START, il y avait 2 options, en distanciel et en présentiel, et bien naturellement, j'ai choisi le distanciel. Oui, oui, oui. Ça facilite quand même les choses, le distanciel, parfois. Oui, oui. Et alors, est-ce que finalement, ça se rejoint, le programme en incubation, la recherche de financement et la création d'une communauté à côté, tout ça, enfin, je pense que chercher des financements peut présupposer d'avoir déjà une communauté, non? Est-ce Alors que disons ça peut aider? ça rassure effectivement les financeurs, les éventuels financeurs, de se dire qu'elle a une communauté, qu'elle a bâti son projet sur cette base-là, sur la base d'une traction finalement, hein, si je reprends leurs termes. À partir de là, effectivement, il faut prouver que le projet a un intérêt pour les gens et que ça peut effectivement se développer. Et là, tu es content des premiers stades déjà de développement de ta plateforme? Est-ce qu'il y a des choses, des bonnes et des mauvaises surprises? Comment ça se passe la vie d'un avocat entrepreneur?
Oh là là, alors là, il y a beaucoup de choses à dire, mais effectivement, je suis quand même satisfaite des premiers mois, là, de cette évolution des premiers mois, en sachant qu'encore une fois, alors, je suis seule à porter le projet, pour autant, j'ai quand même une équipe de 2 personnes, de développeurs qui m'aident. J'ai aussi une personne qui a géré la création du site web. Et sans ces personnes-là, je dis toujours qu'on ne peut réussir qu'en équipe. Clairement, tout seul, on ne fait pas grand-chose. Et vraiment, je considère avoir trouvé les personnes qui me permettent d'avancer au mieux. Et à partir de là, déjà d'être bien entourée, pour moi, c'est la clé vraiment de la réussite de tout projet. Et à ce stade, oui, le projet quand même se développe vraiment bien. Maintenant, il reste encore beaucoup à faire parce que je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai encore de grandes ambitions. Au-delà de la plateforme de mise en relation, je veux aller plus loin. Et Nadine le disait tout à l'heure, est-ce que je donne des informations juridiques pour vraiment rendre le droit accessible à tous? Et c'est ça mon ambition. Je veux vraiment transformer Avocat Juste en plateforme d'accès au droit et à l'avocat, parce que je considère qu'en tant qu'avocat, nous sommes bien naturellement les mieux placés pour accompagner les personnes à ce sujet. Et malheureusement, je déplore aussi le fait que beaucoup de confrères peut-être décrochent la robe, faute soit d'avoir su développer leur activité, et c'est là où, pour nous, j'estime que dans la profession, il y a encore beaucoup à faire. Quel serait ton conseil justement à un avocat qui voudrait se lancer dans cette aventure de l'entrepreneuriat sur des activités accessoires? Alors, ne pas se précipiter, pour moi, c'est vraiment la base. Bien que j'ai toujours voulu innover, moi, depuis 2015, hein, j'ai ça dans ma tête, et pour autant, j'ai innové qu'en 2023. Hein. Ça ne s'est concrétisé qu'en 2023. Donc, clairement, la patience paye. À partir de là, bien naturellement, alors on peut tester, itérer et voir si un projet se développe. Pour autant, je trouve que il faut prendre des risques. Je suis vraiment de celles et ceux qui prennent des risques, mais pour autant, eh bien, il faut quand même réfléchir un minimum à son projet, parce que clairement, c'est aussi j'ai tout autofinancé, moi, pour ma part. Donc, il y a cette question du budget, financement, puisqu'on a des charges à côté à payer, on a nos dossiers. Et clairement, moi, j'ai mis de côté une partie de mes dossiers pour me concentrer. Pour tout vous dire, j'ai dû refuser certains dossiers pour me concentrer sur Avocat Juste. Donc, il y a des choix à faire. Et c'est là où il faut se lancer, mais pour autant avec précaution. Il faut réfléchir un minimum son projet, être entouré. C'est toujours pareil, hein, être entouré et voir si notre projet répond réellement à un besoin du marché à un instant T. Et ça, c'est difficile justement de vraiment savoir, parce que parfois un projet peut avoir 10 ans d'avance sur le marché. C'est vrai. Mais alors, moi, pour autant, je vous donne l'expérience aussi que j'ai eue dans la mesure où j'ai eu la chance de faire partie d'un programme organisé en 2019 par Facebook. Ça s'appelait She Means Business. Alors, malheureusement, avec la crise sanitaire, ils ont stoppé le mouvement. Mais en gros, on était 100 femmes à être sélectionnées pour ensuite organiser de manière totalement bénévole une masterclass dans chacune de nos villes respectives en France. Et on a été formés sur 3 jours dans les locaux de Facebook à Paris. Et j'ai beaucoup appris là aussi. Parce que là aussi, alors je te rejoins dans un sens, Martin, mais je pense vraiment que créer un projet, c'est aussi prendre en compte, les besoins du marché. On n'a pas les mêmes besoins selon qu'on est dans une phase de crise sanitaire ou dans un contexte de guerre. Et c'est là où il faut aussi, je trouve, rester alerte à ce qui nous entoure, toujours s'informer sur l'actualité du moment. Et surtout, ça c'est vraiment mon point principal, c'est faire preuve d'empathie pour se mettre à la place de l'autre et se dire de quoi aurait besoin mon futur client ou prospect à un instant T. Il y a beaucoup au-delà de je surfe sur la vague d'un éventuel besoin, c'est une vraie réflexion stratégique et oui, une vraie réflexion à avoir sur les besoins du moment des gens. Et est-ce que tu procèdes pour vérification à des enquêtes, à des panels, enfin tu vas prendre des personnes et aller travailler leurs besoins en direct? Oui, je le fais. Alors ça, les projections fantasmagoriques, effectivement, peuvent se révéler complètement à côté de la plaque, en fait. Complètement. Alors ça, clairement, ce qui aide, et encore une fois, ma base de communauté que j'ai créée depuis quelques années, mais tellement précieuse pour ça, parce que maintenant, c'est simple, il suffit de faire un sondage. Je lance un sondage sur Instagram, et c'est là aussi, hein, moi, je considère que je n'ai pas créé Avocat Juste toute seule,
c'est aussi des besoins qui m'ont été remontés, qui m'ont permis et qui me permettent encore aujourd'hui, et qui ce sera le cas dans les mois suivants, qui vont me permettre d'affiner les services que je vais pouvoir proposer à la fois pour les confrères et à la fois pour les citoyens et les entrepreneurs qui auraient besoin d'un avocat. Tout à fait. Oui. C'est précieux, oui. Moi, Oui, là, excuse-moi Martin, moi j'ai 40 ans de bar bientôt et j'ai eu la chance de pouvoir mener ce métier avec le bouche à oreille, voilà quoi, tu vois. Et je dois dire que je suis assez bouleversée par le fait de devoir mettre tout ça en place aujourd'hui pour les confrères, pour être sûr d'un déploiement professionnel encore, d'une survie, d'une pérennité des cabinets, à part les gros peut-être, mais voilà, tous les cabinets moyens et petites structures me paraissent devoir réfléchir vite aussi à ce qu'ils peuvent mettre en place, un peu, pas forcément de la même manière que toi, mais enfin… C'est vrai. Mais pour autant, Nadine, moi, je trouve qu'à notre époque, alors il y a vraiment des points positifs, là je le soulève parce que c'est hyper important, contrairement à l'époque où effectivement il y a quelques dizaines d'années, seules les personnes qui pouvaient se permettre alors la publicité est interdite effectivement dans notre profession, mais seules les personnes qui pouvaient se permettre d'aller payer, par exemple, pour organiser une conférence, où on le sait tous, certains payent pour figurer sur certains annuaires comme les références en cabinet d'avocat. Contrairement à ça, aujourd'hui, alors certes, il faut y mettre des moyens, à savoir de l'énergie, un peu de temps, mais financièrement parlant, c'est gratuit. Donc, moi, la chance que j'ai su, disons, saisir, c'est que ça ne m'a rien coûté financièrement parlant. En tout cas, pas directement. Je me suis mis sur les réseaux, j'ai pris du temps, effectivement, mais l'investissement, il était là, plus en temps et en énergie qu'en argent. Oui. Ça, c'est accessible à tous. C'est prendre ce temps et donc arriver à ventiler les dossiers, l'investissement, l'innovation au sein des cabinets. Et c'est vrai qu'en discutant avec certains confrères, les réformes qui s'enchaînent où en fait on les ingurgite mais sans forcément avoir le temps de les digérer, il y a beaucoup de confrères qui me disent je n'ai plus le temps de rien. Et en fait, toi, ce que tu nous dis, en réalité, c'est il faut prendre le temps pour continuer à innover, s'adapter à son marché et développer des projets. Et c'est vrai que c'est un discours, moi, que je trouve merveilleux par rapport à ces confrères qui, en fait, sont toujours dans à subir, je dirais, plutôt que d'être proactifs et de gérer leur cabinet. Enfin, je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Exactement. Et merci effectivement de valider ça parce qu'effectivement, et je dis toujours, il faut savoir sortir un minimum de ces dossiers parce qu'on a la tête dans le guidon toute la journée. Si on est sur nos dossiers, effectivement, moi je considère que c'est dommage parce qu'on ne prépare pas l'avenir comme ça. Et c'est là où préparer l'avenir, ça suppose de se rendre visible, mais encore une fois, chacun contribue à sa façon. Et il n'y a pas que les réseaux sociaux, bien naturellement, pour développer son activité. Il y a mille et une façons de faire. À nous, et tu l'as dit, Xavier, à nous d'être proactifs et de faire preuve d'un minimum de créativité pour réinventer l'exercice de cette profession qui, effectivement, évolue avec son temps. Donc, il y a des choix à faire. Il y a des choix. Moi, je les ai faits, effectivement. Hein. Il y a toujours des inconvénients dans les choix que l'on fait. Pour autant, sur le long terme, en tout cas, c'est ce qui m'apporte, je pense, le plus pour durer un maximum de temps dans cette profession que j'exerce avec passion, vraiment. Mais moi, je retiens, excuse-moi Xavier, après je te repasse la parole, mais là je note tes mots qui me paraissent fondamentaux et des vrais encouragements pour tout le monde. Le mot curiosité, risque, empathie et tu viens de le dire, créativité. Et c'est vrai que pour tout un tas de domaines, les avocats me paraissent malheureusement effectivement le nez dans le guidon, le souci de bien faire, de suivre le droit, d'être bon en droit, etc. me paraissent et m'ont paru souvent et longtemps, ça fait longtemps, manquer de curiosité et de créativité. Et une espèce de mais pourquoi tu fais ça? Parce que mon maître, mon formateur faisait ça et puis celui d'avant faisait ça aussi et voilà, cette espèce de formatage, qui fait qu'on ne réfléchit pas trop, le bouger les lignes
et agrandir sa zone de confort et non pas en sortir. On ne sort pas de sa zone de confort, ce serait complètement débile. En revanche, on doit l'agrandir. Et notamment redonner aux avocats qui pourtant par ailleurs sont souvent artistes peintres, musiciens, auteurs de romans, sont très très créatifs, mais dans l'exercice du métier très très coincés par des rites et formes tradies dont on ne sort pas. Mais je vous dis franchement, et tu l'as dit Nadine, hein, moi je pense que ma chance, c'est d'avoir été tout de suite dans le bain de l'entrepreneuriat en créant mon cabinet à mon compte. Et je n'ai pas été formatée finalement. C'est ce que j'entends, c'est que certains sont formatés pendant quelques années. Forcément, on ne fait que rester dans le cadre sous ce schéma-là. Effectivement. Oui. Ça fait quoi ce que tu disais? J'ai cette phrase qui me revient, choisir, c'est renoncer. Et on fait tous des choix, et forcément, nos choix nous obligent à renoncer à peut-être d'autres aspirations, d'autres développements. Mais on a fait ce choix, on se donne pleinement dans ce qu'on a choisi. Et oui, je te rejoins complètement. Moi, le fait de m'être installé très très vite après ma prestation de serment, 6 mois après, ça fait que j'ai mis un axe de mon cabinet sur l'amiable. Et aujourd'hui, c'est sûr que j'ai plutôt cette approche amiable dans les dossiers que beaucoup de mes confrères n'ont pas. Mais j'ai fait ce choix. Donc forcément, les choix que l'on fait de développement ou autre vont avoir des incidences ensuite sur le reste de notre carrière et de notre profession. Complètement. Et pour tout vous dire, je suis hyper transparente. J'ai renoncé à beaucoup de choses. Et j'ai envie de dire, la première chose à laquelle j'ai renoncé, c'est l'aspect financier au départ. Je suis partie, mais vraiment de rien. Et pendant quelques années, je n'ai pas été satisfaite de mon chiffre d'affaires. J'ai commencé, pour tout vous dire, à occuper un bureau à la Pépinière du barreau du Val d'Oise avant de louer un bureau chez un confrère, avant de louer un autre bureau chez un bailleur, jusqu'à acheter un studio. Et là, en l'occurrence, mon cabinet, c'est le studio que j'ai aménagé en cabinet, que j'ai acheté en 2019. Donc, clairement, c'est exactement ça. Choisir, c'est renoncer. Il y a des choix à faire en fonction, bien naturellement, de ses contraintes personnelles et professionnelles. Les deux sont tellement liés qu'il ne faut pas occulter ça. Mais ce sont des choix. Et il faut se projeter sur le long terme pour faire les meilleurs. En tout cas, quand je dis meilleurs, c'est ceux qui nous correspondent le plus. Tu nous parlais juste avant l'émission du crowdfunding. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors là, c'est mon challenge du moment. D'ailleurs, j'ai fait une publication aujourd'hui dessus. Alors, clairement, la question du financement. Alors, l'argent est tabou en France, ça déjà, c'est le principe. Très peu de personnes en parlent. Et il y a une semaine à peine, j'ai fait une publication LinkedIn à ce sujet. Et là, des confrères qui font aussi des projets Legal Tech à côté, ont commenté en disant, nous aussi, on rencontre exactement les mêmes problématiques. Donc, ça fait plaisir déjà de se dire qu'on n'est pas seul à vivre ce genre de difficultés. Pour autant, chacun est dans son coin et je trouve ça dommage. Donc, clairement, ça m'a même donné l'idée de créer un collectif. Allez. Un grand mot, mais en tout cas, que l'on se parle à ce sujet sur les problématiques que l'on vit, parce que les Legal Tech, moi, je ne souhaite pas quitter la profession. Et d'ailleurs, il serait dommage parce que si un avocat doit forcément renoncer à sa Legal Tech pour ensuite embrayer sur l'aspect purement financier d'un projet, c'est dommage. Pour autant, on ne peut pas être partout. Et c'est là où j'ai décidé de lancer une campagne de crowdfunding. Je pense que jusque-là, on est 3 ou 4 confrères à l'avoir fait en France. Donc, clairement, alors demander de l'argent, entre guillemets, pour un avocat, je pense qu'aux yeux du grand public, c'est quand même étonnant, voire plus. Mais pour autant, en réalité, alors c'est un financement participatif qui comprend un don contre contrepartie. Bien naturellement, les personnes ont quelque chose en échange. Pour autant, je sais que là aussi, je casse les codes, je fais quelque chose qui n'est pas du tout commun. Alors, pour l'instant, effectivement, je n'ai pas encore atteint mon objectif de campagne, mais cet objectif, il a été diminué, en fait, pas plus tard qu'hier. Je devais récolter 10 000 € par ce biais-là, mais j'ai eu une bonne nouvelle, c'est-à-dire que j'ai obtenu un accord de 8 000 € pour un prêt d'honneur, ce qui fait qu'il ne me reste plus que 2 000 € à récolter en financement participatif.
Et à ce stade, là, on en est à 1 200 € à peu près. Donc, en réalité, là, j'ai 3 jours. Clairement, le challenge est assez met la pression. J'ai jusqu'à vendredi soir, en gros, pour récolter les 800 € restants. Mais j'y crois encore. C'est sur quelle plateforme qu'on peut trouver ton financement participatif? C'est sur la Sur ton- plateforme Ulule. D'accord, bah, moi c'est ma plateforme préférée, je trouve qu'elle est très bien, mais ça suppose d'avoir une communauté, ce qui est ton cas. C'est aussi pour ça que beaucoup de confrères ne se lancent pas là-dedans, je pense. C'est que sur Ulule, par exemple, ils disent en général aux gens, attention, il faut que vous ayez une communauté avant de vous lancer, quand même. Donc, C'est c'est intéressant. super. Ben, on ira voir avec plaisir ta campagne. Et alors, donc, toi, tu dis, ça fonctionne sur le don contre contrepartie, c'est ça? Enfin, comment tu as dit, comment tu as Alors formulé ça? effectivement, les personnes donnent, effectivement, choisissent une contrepartie, un petit cadeau. Ça peut être, alors moi j'avais fait auto-éditer un livre où je raconte un peu mon histoire et la manière dont j'ai atteint mes objectifs de vie. Ça peut être le mug Avocat Juste. Ça peut être également l'une de mes formations en ligne, à la fois pour les confrères, je le précise. J'ai créé des formations en ligne pour les confrères et à la fois pour les citoyens, effectivement. Ça me paraît être une super bonne idée puisque tu récoltes de l'argent et ça fait de la communication en même temps. Donc, Aussi. c'est parfait. Et est-ce que tu remarques que pendant ta campagne, ton nombre de visites augmente sur ton site Avocat Juste ou est-ce que les deux sont décorrélés? Alors non, c'est vrai que c'est lié, hein, les personnes, à partir du moment où le lien figure sur Avocat Juste, il y a une petite vidéo sur Ulule. Effectivement, il y a plus de visiteurs. J'ai des demandes d'ailleurs de citoyens qui me font remonter leurs besoins dans tout type de problématiques juridiques. D'ailleurs, j'en profite, hein, permettez-moi d'en profiter pour dire que j'ai besoin de confrères aussi dessus, puisque pour l'instant, tous les domaines juridiques ne sont pas encore couverts et j'ai des besoins dans toute la France qui me sont remontés via Avocat Juste. Est-ce qu'il y a des sections spéciales pour les avocats formés en médiation et en processus collaboratif? Alors, encore une fois, la plateforme, elle est en constante évolution. Effectivement, l'idée, c'est d'intégrer bien naturellement les processus collaboratifs au fur et à mesure. Il est vrai que pour l'instant, les thématiques sont sont classiques, sont celles que l'on connaît. Bien naturellement, là, par exemple, pour tout ce qui est marché de l'art, vous voyez, c'est une consoeur qui m'a fait savoir qu'elle traitait ce domaine, qu'elle voulait s'inscrire, et on l'a rajouté au fur et à mesure. Donc, il faut vraiment pas. Et là aussi, j'en profite pour ajouter que cette plateforme Avocat Juste, je l'ai pensée à la fois pour les confrères, pour leur permettre de développer leur activité au mieux, et pour la gérer ensuite grâce à des outils d'intelligence artificielle. Ce sera dans les prochains mois, en espérant que ma campagne Ulule et le financement parviennent à développer tout ça. Et à partir de là, effectivement, l'idée, c'est de permettre aux citoyens, surtout, de trouver l'avocat qui correspond à son besoin. Alors, je donne un peu plus d'infos. J'essaye d'être transparente puisque c'est en cours, mais je vais mettre en avant aussi les langues qui sont parlées par nos confrères et nos consoeurs. Là, c'est pas mis en avant, a priori, et ça me paraît tellement important. Et Nadine le disait, on a des confrères et des consoeurs qui ont des spécificités en termes de créativité et de compétences à la fois relationnelles et techniques. Et je veux mettre en avant les langues parlées par chacun de nos confrères et consoeurs. Xavier, tu vas t'inscrire pour la langue des signes? Ah oui. C'est Parce qu'en génial. effet, la langue des signes française, c'est assez rare, puisqu'on est sur toute la France. J'avais référencé 8 avocats qui pratiquent la langue des signes C'est française, super. dont 5 sur Paris. Voilà, donc c'est intéressant Super. justement de voir la mise en avant des langues, puisque oui, il y en a certaines, c'est peau de chagrin, hein. Autour de moi, la consoeur la plus proche, c'est Bordeaux. Donc, c'est des compétences qu'il faut valoriser. Et Complètement. quand j'interviens à la faculté, je dis aux étudiants, trouvez le petit point qui vous distingue, parce que c'est Complètement. important de trouver ce petit point qui distingue pour justement après faire la différence. Complètement. C'est génial. Je le note, c'est noté. Franchement, c'est super. Oui, c'est intéressant. Est-ce que, alors, Ulule t'accompagne ou est-ce que tu es toute seule là-dedans? Est-ce qu'il y a une sorte d'équipe qui conseille et qui accompagne pour que le taux de réussite des campagnes soit le plus élevé possible? Comment ça se passe une campagne Ulule, par exemple? Alors, on a un rendez-vous avec une coach, on nous attribue une coach ou un coach.
alors qui effectivement, avec laquelle on parle du projet au départ, pour ensuite qu'elle nous donne déjà les clés pour savoir comment déjà intégrer son projet à la plateforme. Alors, il est vrai que, bon, elle m'a expliqué des choses. Pour autant, selon moi, vraiment, je donne mon avis et j'essaye d'être la plus objective possible. Pour autant, il n'y a pas d'accompagnement. En tout cas, moi, est-ce que c'est ma spécificité? Alors, il faut savoir déjà, c'est important. Moi, j'ai un projet tech, contrairement à d'autres qui ont des produits. Et d'après ce que j'en ai entendu dire, c'est que les produits ont peut-être plus de facilité ou sont, alors pas forcément plus mis en avant, mais il y a déjà une distinction à faire là-dessus. Quand c'est pas palpable, c'est encore un autre challenge. Mais effectivement, pour répondre à ta question, Martin, je n'ai pas eu d'accompagnement. Alors, c'est vrai que je m'en faisais une idée de cet accompagnement qui n'a pas été effectivement là. Euh, donc, j'ai fait ma campagne toute seule. J'ai communiqué en étant accompagnée par une personne, une prestataire en fait, que j'ai payée. Donc, non, j'ai vraiment géré ça toute seule. Et la coach est là pour éventuellement répondre à nos questions. D'accord, ok. Oui, je pensais qu'il y avait un accompagnement plus poussé que ça. Mais de toute façon, le prérequis de ce que j'ai compris sur ce type de campagne, en tout cas de ce que j'ai vu de mes clients qui les ont réussis ou qui les ont échoués, la différence, c'était ceux qui avaient une communauté, ça, c'était assez facile de lever les fonds. Ceux qui n'avaient pas de communauté et qui mettaient la charrue avant les bœufs, en gros, la conclusion, c'était reviens quand tu auras une communauté parce que là, tu t'adresses à personne, en fait. Donc, Oui, mais alors, tu vois, pour autant, dans mon cas, j'ai une communauté, mais je n'ai pas pour autant dépassé les plafonds dans les premiers jours. Et la preuve, c'est que j'arrive à la fin de ma campagne qui a duré 1 mois. Pour autant, encore une fois, et c'est là où j'ai beaucoup réfléchi, je me suis mise à la place des personnes de ma communauté, justement, et je peux effectivement bien comprendre qu'un avocat qui sollicite pour financer un projet, ça peut paraître un peu incompréhensible. Je l'analyse comme ça, mais je peux me tromper. Je me dis que très peu d'avocats l'ont fait. J'ai vu que certains, ceux qui l'avaient fait précédemment, n'avaient pas forcément atteint leur objectif. Et malgré tout, je me dis que c'est quand même curieux. J'ai une grosse communauté. Pour autant, ça n'a pas décollé comme je l'espérais. Donc, je ne vois que cette explication, mais je peux me tromper. après, la communauté est peut-être là plutôt pour relayer le message que pour directement mettre la main au pot aussi, hein. Aussi, j'ai eu des relais. Effectivement, ils ont parlé du projet. C'est vrai, c'est vrai. D'autant que, de ce que je comprends de ton projet, ils viennent chercher des informations concrètes sur une situation qui les touche et peut-être pas forcément à partager sur un projet qui est peu palpable, hein. Parce que c'est vraiment la différence entre du crowdfunding sur un objet où on sait qu'à la fin, on va avoir l'objet dans les mains, même si ça prend 2 ans, 3 ans, 10 ans ou jamais. Mais en tout cas, on est censé avoir le projet à l'issue et une prestation intellectuelle. C'est vrai. C'est-à-dire toute la difficulté que l'on a en tant qu'avocat sur le paiement de nos honoraires, parce que c'est des Complètement. choses qui ne touchent pas. Et le conseil, en fait, ils nous disent, mais oui, mais ça vous a pris 5 minutes, même pas, certes, mais c'est des années de travail, voilà. C'est vrai que la prestation intellectuelle n'est pas valorisée, c'est vrai. C'est là le gros challenge, hein. Mais je suis ravie de l'avoir fait parce que je me suis clairement dépassée. Enfin, j'ai eu du mal. Alors moi qui suis ultra débrouillarde, que je fais vraiment tout toute seule et je veux embêter les gens le moins possible, je peux vous dire que je suis vraiment, on parlait de zone de confort, je suis sortie de ma zone de confort et je vous parlais de développement personnel. Et bien, dans tous les cas, ça m'a beaucoup appris sur moi-même. Un autre truc un autre domaine dans lequel il faut être débrouillard, c'est tout ce qui est demande de subvention. Je ne sais pas si tu étais au salon Go Entrepreneur pour le discours de notre cher ministre de l'économie. Il a clairement indiqué qu'on allait se serrer la ceinture côté subvention. Alors, j'ai pas très bien compris, hein, parce qu'il a dit « Je serai là pour vous si vous avez besoin de quelque chose, je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. Par contre, côté subvention… Est-ce que tu as entendu ce discours, Sabrina? Est-ce que tu l'as entendu? Il est disponible en replay sur le site Go Entrepreneur pour ceux qui veulent l'écouter. Moi, j'ai trouvé que c'était assez lunaire. J'ai trouvé ça assez
comment dire, surréaliste. On est d'accord, j'y étais en direct. J'y étais en direct et je peux te dire J'y étais aussi, Sabrina. J'y étais à ce on s'est moment-là. raté, on s'est raté. Alors, il y avait beaucoup de monde et effectivement, alors ce qui m'a paru aussi un peu bizarre, c'est que beaucoup ont applaudi. Alors, il suffit qu'ils donnent une phrase comme ça. Ce ne sont que des belles paroles, mais effectivement, quand on a un minimum d'esprit critique, effectivement, j'ai analysé ça comme toi, je n'ai rien compris. C'est se moquer du monde. Et j'en ai fait d'ailleurs un post LinkedIn pas plus tard que la semaine dernière où j'ai dû faire mon coup de gueule parce que dire que les subventions, c'est fini, mais qu'en même temps, on aide les entrepreneurs, mais que pour autant, ces entrepreneurs doivent aller voir les banques pour se financer avec des taux d'intérêt qu'on connaît, c'est inadmissible. C'est inadmissible c'est totalement contradictoire que j'ai dû poser mon avis et donner effectivement, critiquer clairement sa prise de parole parce que c'était pas possible d'entendre ça. Et moi qui suis en plus en pleine challenge, voilà. Tu fais parfois tu fais parfois des posts clivants. On va y revenir dans un instant parce que ça m'intéresse. Ça, j'avais pas vu ça. Donc les posts polémiques ou clivants, c'est intéressant en termes de communication. Une autre nouvelle, j'en profite pour le dire pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Il nous a aussi annoncé qu'il avait l'intention presque de détruire le code de commerce. Oui. Qu'en gros, il y avait plein de choses inutiles. On se demande d'ailleurs qui les y aurait mis, toutes ces choses inutiles. Et que donc, il a l'intention... alors, je crois me souvenir qu'il a dit qu'il faisait 7000 pages et qu'il voulait le réduire à 1000 ou je sais pas quoi. Il a dit qu'il voulait le couper en deux. Il avait un rendez-vous avec monsieur le ministre garde des Sceaux et il a clairement fait le geste. On va couper en deux le code de commerce. Oui, il a dit même le démanteler ou je sais plus. Donc voilà, le dépecer, je sais plus ce qu'il a dit. Ça m'a marqué en termes d'image. Je déforme peut-être ses propos, mais en gros, c'était vraiment le réduire à peau de chagrin. On attend de voir ce que ça va donner. Ça va être sympa, Nadine. Ils vont éliminer 6 articles sur 7 pour arriver à faire ça. Donc on verra ce que ça donne. Mais oui, donc pour revenir sur les postes clivants, tu vois, ça m'étonne, Sabrina, parce que ça ne reflète pas l'image que j'avais de toi. Je pensais que tu étais très policée. Est-ce que parfois, donc, tu t'autorises des petits coups de gueule sur les réseaux sociaux? Écoute, c'est rare et j'avoue que c'est très récent aussi. Si on regarde vraiment mon fil d'actualité, LinkedIn ou autre, effectivement, je suis de nature à ne pas faire de vagues. Je suis très discrète de nature, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est étonnant, mais c'est vraiment ça, ma personnalité. Et à un moment donné, en fait, je me suis dit non, mais alors, il faut savoir aussi qu'encore une fois, Avocat Juste me tient vraiment à cœur. Je me donne à fond depuis maintenant 1 an pour développer ce projet. Et entendre ce genre de discours de la part du ministre m'a fait sortir encore une fois de moi. Je suis très calme de nature. Il m'arrive très peu de m'énerver. Mais quand je m'énerve, j'ai besoin de m'exprimer. Et je me devais de le faire en public à mon nom et aussi au nom peut-être j'espère en tout cas, si ça peut aider à faire bouger les lignes, d'où la raison pour laquelle j'ai identifié le ministre qui ne m'a jamais répondu et dont les services ne m'ont jamais répondu, ce qui n'est pas étonnant. Mais pour autant, j'essaye à mon niveau de faire bouger les choses. C'est vraiment ma préoccupation. Après, je suis optimiste de nature, donc je tente. Mais tu vois finalement que tu es un avocat influenceur. Bon, si c'est une influence dans le bon sens, je prends. Mais pourquoi ce serait dans le mauvais sens? Moi, je trouve que si on a un petit peu d'influence sur les réseaux, c'est très bien si on a une cause et qu'on peut la faire évoluer, que ce soit l'accès aux droits, que ce soit l'accès au financement, que ce soit, dans mon cas, l'accès aux solutions négociées. Je trouve qu'il doit y avoir des avocats influenceurs et que finalement, c'est une forme de lobbying comme une autre et plutôt intelligente. Tout à l'heure, tu le disais, par ta communauté, tu es directement en contact avec les besoins des personnes, des justiciables, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, sans vouloir critiquer, moi, j'ai déjà dit tout le bien que j'en pensais de ça, des cabinets notamment qui mettent de l'argent pour participer à des classements, pour apparaître dans des classements. Voilà, je suis le cabinet, mon cabinet est premier dans cette matière. Oui, et alors, en fait, ok.
Moi, je trouve que c'est hyper intéressant de donner de l'accès, de faciliter l'accès au droit, que ça fait partie de la mission de l'avocat et qu'aujourd'hui, comme tu le dis, ça coûte beaucoup moins cher de le faire, même si ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Mais on peut intervenir sur les réseaux sociaux, on peut moi, je découvre quand je participe à ce genre d'événements, à des événements, des webinars, voilà, je découvre des besoins que j'ignorais totalement et sans les réseaux sociaux, j'en aurais jamais eu conscience. Donc, je trouve que c'est vraiment important que les avocats s'en emparent. Et plus on sera nombreux à le faire, moi, je serais ravi que tous les avocats qui font des solutions négociées viennent sur les réseaux et parlent des solutions négociées. C'est comme ça qu'on s'apercevra qu'on n'est pas si peu que ça et qu'on est Ouais. finalement assez nombreux, en tout cas, à être formés. Malheureusement, tous n'ont pas la chance encore d'avoir des dossiers de négociation, mais on est nombreux à être de plus en plus nombreux à être formés. Et en parler permet aussi de vulgariser la chose et de la démocratiser et que les gens se disent ah bah oui, il y a des avocats formés aux solutions négociées, bah tiens, je vais demander à mon avocat, tiens, s'il est formé. C'est vrai. Hein, la prochaine Et, fois que je le vois, je vais lui demander à quoi et de est-il rendre formé? Est-ce qu'il est visible, formé? pardon, excuse-moi, Comment? Martin, et de rendre visible, parce que tout ce qui est négocié n'est pas visible, puisque forcément, ça rentre pas dans les statistiques de jugement, c'est pas homologué, et puis surtout, ça reste confidentiel. Mais arriver à pouvoir en parler à la marge et que les confrères puissent échanger, ça participe d'une visibilité et comptabiliser. Je crois que c'était Monsieur Vert qui nous disait, si c'est pas comptabilisé, ça n'existe pas. Je crois soit sur notre interview, soit ailleurs, et il a raison. Si c'est pas visibilisé, c'est pas comptabilisé, ben en fait, on n'arrive pas à montrer que c'est fait, que ça existe, et donc l'utilité derrière. Et moi, Sabrina, je voudrais dire que ça fait maintenant des années, peut-être 10 ou 20 ans, que je pense qu'il y a urgence, que ce métier d'avocat que j'aime tant également, transforme son image, que les justiciables aient une possibilité d'accès à un avocat bien en amont du fait que la maison brûle maintenant, du sol au plafond. Bon, bah alors là, je suis obligée d'aller voir un avocat. Oh, mon Dieu, ça va me coûter horriblement cher et c'est pour ça que je voulais pas y aller, bla bla bla. La transformation de l'image des avocats me paraît mais urgentissime là, indispensable et urgente. Et je pense que ce que tu fais, ce que Martin a fait, dans lequel il m'entraîne, parce que je ne suis pas du tout à l'initiative de l'incubateur, mais c'est lui qui m'a traîné par les cheveux, il m'en reste plus d'ailleurs. Participe de cette mission presque essentielle de certains des avocats. Peut-être les autres s'en occupent aussi en communiquant différemment sur l'accès au métier, mais ça suffit pas. Et toutes ces initiatives individuelles d'avocats qui font ce qu'ils peuvent, qui mettent un temps infini au détriment de leur propre vie, de leurs propres honoraires, etc., pour changer cette image et pour faire bouger ce métier. Moi, je trouve ça vraiment admirable et donc merci beaucoup. Merci à toi, Nadine, pour ce retour. Ça fait vraiment plaisir parce qu'effectivement, je fais en sorte de prévenir plutôt que guérir. Et l'avocat, et je te rejoins totalement, est trop souvent vu comme un pompier qui éteint le feu. Et contrairement à alors là aussi, il faut faire la différence et il faut mettre en parallèle ça. Enfin, en France, contrairement aux anglo-saxons, effectivement, il y a beaucoup à faire. Donc, effectivement, on s'y attelle à notre niveau comme on peut. Merci beaucoup. C'est ça. En sachant que les anglo-saxons ne sont pas forcément toujours formés à la négociation, mais ils ont une culture de la négociation qui fait qu'ils essayent de négocier, même s'ils n'y sont pas formés d'ailleurs, et donc ils vont beaucoup sur des conciliations / médiations intuitives. Voilà, mais c'est sûr qu'ils ont ce mérite-là. L'écosystème est complètement différent. Ça coûte beaucoup plus cher aussi un procès avec les témoignages oraux, etc. Tout de suite, on monte sur des sommes qui sont telles qu'on n'a pas d'autre choix. On a le bras tordu pour aller de toute façon à la négociation. Donc tout l'écosystème est différent. Mais la question de Nadine m'en amène une autre. Est-ce que tu as, toi, Sabrina,
de par tes projets finalement qui t'amènent à apprendre à faire un pas de recul, un pas de côté, pardon, ou de regarder les choses de plus haut. Je ne sais pas si c'est le pas de côté ou regarder les choses de plus haut, mais est-ce que tu as réfléchi un peu à l'image du métier d'avocat et à l'image que tu aimerais, ce vers quoi tu aimerais, la vision vers laquelle tu aimerais que la profession tende? Est-ce que tu as une vision un petit peu de l'avocat dans 5, dans 10 ans comme les choses évoluent vite, je ne dis pas dans 20 ans, mais déjà dans 5 ou 10 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui t'habite? Est-ce que tu chemines là-dessus? Oui, alors j'essaye de développer ma vision au fur et à mesure, effectivement aussi de l'avancée d'Avocat Juste, mais et c'est marrant parce que j'ai été invitée, ça me fait vraiment plaisir parce que l'AMI, là, la société l'AMI organise, j'en profite pour donner l'info, une première édition, ça s'appelle les éclaireurs du droit, c'est une après-midi de conférence et justement, bah, j'ai été invitée à une table ronde sur l'avocat, notamment avec l'IA. Bon, moi je considère que l'IA ne va pas remplacer les avocats, que les gens, les citoyens, bien naturellement, alors j'espère qu'ils en auront conscience de plus en plus, mais bien naturellement que l'humain doit rester au cœur de l'exercice de notre profession. C'est tout l'intérêt. Mais pour autant, eh bien, l'avocat, et j'allais en parler tout à l'heure, mais c'est l'occasion maintenant de le dire, c'est qu'on a des outils. Chaque jour, il y a de nouveaux outils qui arrivent sur le marché et qui peuvent nous permettre à la fois de simplifier la gestion de notre activité, quand on sait que de plus en plus d'avocats sont installés à titre individuel. Ça, c'est à mon avis primordial de s'intéresser un minimum à la gestion de son activité de manière simplifiée. Et clairement, avec Avocat Juste, je compte bien mettre en place, proposer aux confrères et aux consoeurs des outils, que ce soit au stade de la consultation juridique, quand quelqu'un vient nous voir au cabinet, eh bien, qu'il puisse y avoir un outil d'assistance IA qui, plutôt que l'on écrive sur papier nos notes de consultation, que cela soit beaucoup plus fluide et que l'avocat se décharge de pas mal de choses. Facturation, alors là, il y a pas mal de choses, mais la rédaction d'actes aussi, je pense qu'on peut vraiment la simplifier avec les outils qu'on a encore aujourd'hui déjà. Et tout ça, ce seront des services, j'espère, qu'Avocat Juste va pouvoir proposer, puisque, alors moi, je me qualifie notamment sur mes réseaux sociaux de partenaire de justice. On est là que pour accompagner, pour porter la voix d'une autre personne qui a besoin de nous. À partir de là, eh bien, utilisons les outils pour simplifier à la fois la vie du client et notre vie. Et puis, à partir de là, encore une fois, l'idée, c'est que les avocats durent le plus longtemps possible, parce que beaucoup s'épuisent aussi à, encore une fois, à avoir la tête dans le guidon, à tout gérer, et c'est impossible humainement parlant, en sachant qu'à côté de ça, on a notre vie privée aussi à gérer. Donc, encore une fois, il faut faire preuve de curiosité. De quoi tu parles? Non, alors il ne faut surtout pas la mettre de côté, la vie privée, mais pour moi, tout est question de curiosité. Ça part beaucoup de là, hein, vraiment. Encore une fois, ça fait écho à ce que tu as dit, c'est sortir la tête du guidon, faire un 360 pour regarder quels sont les outils qu'il peut y avoir, qui peuvent m'aider, qui peuvent me faciliter la tâche, éventuellement les tester ou demander aux confrères qui connaissent ces outils pour les adopter. Après, la résistance des confrères, quand j'en parle, notamment sur l'incubateur du barreau de Nice, c'est le coût de ces outils. Et c'est vrai que pour un petit cabinet où les confrères ont le sentiment où vivent des difficultés financières, rajouter 50 € par mois, 100 € par mois d'outils, c'est lourd à suivre. D'où peut-être également mettre de manière collective certains outils sur des outils qui sont, je dirais, de licence libre, où si moi je travaille un bout de code, je peux après en faire bénéficier aussi mes confrères. Et inversement, peut-être que mon confrère aura une superbe idée avec l'IA, rajouter le bout de code, et donc ça bénéficie à tous. Mais encore faut-il franchir ce pas des logiciels libres qui est encore compliqué psychologiquement, je dirais. Mais c'est intéressant, je prends note, hein, vraiment, je prends note de tout et ça me donne des idées pour la suite. Est-ce que tu connais, Sabrina, Optimus, qui est emmené par nos confrères strasbourgeois que nous avons reçus en commission, d'ailleurs, en commission ouverte, et voilà, qui travaillent, eux, des sujets, des propositions, enfin là, je laisse les deux garçons en parler mieux que moi, en logiciel libre.
J'en ai entendu parler, oui, Il faut vraiment que tu te rapproches d'eux, hein, parce que complètement. Super, merci. Ben, oui, oui. Après, c'est ce qui était intéressant justement lors de leur intervention, c'est qu'on prenait conscience que en réalité, la compétition entre logiciels libres et commercial est assez saine. C'est-à-dire qu'apparemment, enfin en tout cas de leur point de vue, j'ai pas été interrogé les éditeurs pour savoir ils ont la même pensée, mais apparemment finalement ça crée des émulations et puis, en général, en logiciel libre est développé ce qui n'a pas été développé en matière commerciale. Donc, ils viennent aussi répondre à un besoin qui n'est de toute façon pas satisfait systématiquement par les solutions commerciales parce que pas assez rentable ou pas assez ceci, cela. Mais oui, oui, c'est assez intéressant. Moi, c'est une réflexion aussi que j'ai, même si je suis plus étant voilà, plus porté sur le commercial, mais je comprends tout l'intérêt du logiciel libre et je pense qu'il peut y avoir des synergies assez curieusement entre les deux, assez surprenantes, mais qui semblent être productives. Donc ça peut être des voies assez intéressantes. Je voulais te parler, parce qu'on n'en a quasiment pas parlé, Sabrina, de ton podcast quand même. Mais c'est que tu fais tellement de choses. On a parlé d'Avocat Juste, on a parlé de ton incubation, on a parlé de ton crowdfunding relatif à Avocat Juste, on a parlé de ta communauté, on a parlé d'Instagram, mais je réalise qu'on n'a pas parlé de ton podcast. Alors là aussi, en toute transparence, ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de nouvel épisode. J'ai mis ça de côté hein, et il faut que je m'y remette, hein, bien naturellement. Mais c'est toujours un plaisir de parler d'éloquence, d'art oratoire pour permettre, encore une fois, à tous d'avoir ces clés pour moi de réussite. Je qualifie vraiment l'éloquence, l'art oratoire de clés pour réussir. C'est ce que ça m'a fait dans ma vie, en tout cas. Alors, l'art oratoire, ça apporte quoi? Ça apporte la confiance en soi, ça apporte. Je vais poursuivre un peu la question parce que on pourrait se dire de prime abord, Nadine et moi avons été d'ailleurs sollicités à un moment pendant la campagne du bâtonnat pour faire une intervention sur cette question, la négociation et l'art oratoire. Et je voyais pas le rapport, moi, mais de l'extérieur, les gens voyaient un rapport. Et on pourrait se dire, l'art oratoire, finalement, c'est fini, puisque l'avocat ne va plus plaider, on lui laisse 2 minutes. Maintenant, il fera des petits schémas, éventuellement, il appellera ça du legal design, et puis il déposera ses petits schémas et le juge prendra sa décision sur cette base. Évidemment, je caricature, mais pas tant que ça peut-être. Mais est-ce que finalement l'art oratoire ne va pas se redécouvrir ou renaître de ses cendres, notamment en matière de négociation? Est-ce que toi, c'est quelque chose, enfin, quel est le rapport que tu fais entre art oratoire et l'image que tu as de l'avocat? Et qu'est-ce que ça apporte à quelqu'un de suivre une formation en art oratoire? Alors, sachant que tu as 2 minutes pour répondre à ce sujet. oh là là. Alors, je vais me dépêcher. Mais en gros, pour moi, l'art oratoire est partout. Hein. Dès notre plus jeune âge, on a intérêt, enfin, les enfants ont intérêt, pour le coup, à être formés à ça. Je considère que ça doit faire partie intégrante des programmes scolaires. À partir du moment où on s'exprime de manière claire, ça suppose d'avoir les idées claires déjà en tête. À partir du moment où on interagit, en fait, c'est de l'interaction avec l'autre. Et ça fait partie, selon moi, du fait d'apaiser aussi les relations humaines, parce que quand on s'exprime, eh bien, on n'en vient pas aux mains. Et a priori, moi, c'est vraiment, je considère que ceux qui en viennent aux mains, eh bien, sont ceux qui n'ont pas eu les mots pour s'exprimer autrement. Donc, encore une fois, tout le monde, selon moi, devrait être formé à ça dès son plus jeune âge. Et bien naturellement, l'éloquence, l'avocat, le lien est vite fait. Mais pour autant, tout le monde, encore une fois, est concerné. Que l'on aille face à son banquier, que l'on soit entrepreneur pour pitcher son projet, pour un financement. Mais au-delà de ça, que l'on soit salarié pour obtenir éventuellement une augmentation de salaire ou lors de son entretien annuel. S'exprimer, pour moi, en tout cas de manière claire, c'est quand même la base d'une vie, en tout cas, plus sereine et qui permet une interaction avec les autres beaucoup plus apaisée. Et là, après, il y a de la communication non violente, bienveillante. Ça fait partie intégrante de l'art oratoire et des techniques, mais il y a beaucoup à faire et tout le monde est concerné. Hein. J'avais, lors d'une formation en droit collaboratif,
un jeune confrère d'une trentaine d'années vient entre 2 sessions de formation et il me dit: «Je peux vous parler?» mais bien sûr, avec grand plaisir. Écoutez, depuis votre formation, je me suis rendu compte, c'est la première fois que j'écoute ma femme et notre couple a complètement changé. Ouais, c'est exactement Parce ça. que l'art oratoire, c'est aussi l'art de l'écoute, hein. C'est la première qualité de l'orateur, exactement. Première qualité, hein. Et ben voilà, donc vraiment, oui, il est urgent d'apprendre, Il est ça. urgent. Il y a beaucoup à faire. Tellement, merci Sabrina. Merci à Eh vous. ben, merci beaucoup, Sabrina. Un plaisir. L'heure est passée très vite, Oui. mais on voit que tu es quelqu'un de très actif. J'invite tous les gens qui nous écoutent ou nous regardent à aller visiter le site d'Ulule, à moins que ce soit plus simple de te retrouver sur ton profil LinkedIn pour trouver le lien vers la participation Oui, il y est au aussi. crowdfunding Ulule. Qu'est-ce que tu Merci conseilles? beaucoup. Comment on peut retrouver? Non, le même plus même sur facilement? mon effectivement, même sur mon profil, effectivement, ça y est. Sur la page de LinkedIn Avocat Juste également. Merci beaucoup d'avoir mis ça en avant, c'est très gentil de votre part. Eh ben, merci à toi et à très bientôt. Bonne À très journée à bientôt. tous. À la semaine Au Au revoir à prochaine. tous. Au Bonne revoir. journée.